Chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk Télévision, bonjour. Nous avons aujourd'hui une nouvelle émission qui est intitulée Décodage. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une émission qui a l'ambition d'essayer d'expliquer dans un langage aussi simple que possible, accessible à tout le monde, eh bien, des questions d'actualité qui concernent notre pays. Alors, nous allons, à cette occasion, inviter des personnes qui, du fait de leur fonction, ont eu à connaître ou connaissent particulièrement ces questions. Par exemple, si nous parlons de violence, nous allons essayer de voir si la procureure de la République ne peut pas être sur notre plateau. Pour donner un exemple. Alors aujourd'hui, il ne s'agira pas de violence, il s'agira d'une nouvelle qui est intervenue en fin de semaine dernière et qui est une nouvelle d'importance, d'ampleur, puisque les massifs montagneux du nord de la Martinique, donc je dis ça comme ça, on va préciser, ont été classés comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors, sur le plateau, nous avons deux invités, qui sont deux personnalités. D'un côté, M. Godezormeaux m'excusera, à tout seigneur, tout honneur, nous avons M. Daniel Chaumet, qui a été président du parc naturel régional de la Martinique, voilà, et qui a été l'initiateur, parmi les initiateurs, enfin en tout cas l'un des plus actifs sans doute, de ce projet. Et puis de l'autre, nous avons M. Jean-Raphaël Godezormeaux, qui est un universitaire, un chercheur, et donc qui a participé, si vous me corrigez si je dis des bêtises, au comité scientifique. Et donc, nous allons essayer, avec ces deux invités, de rendre compréhensible ce que signifie ce classement, pourquoi a-t-il été demandé et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Si nous arrivons dans les 50 minutes qui nous sont imparties à remplir ces trois objectifs, nous aurons gagné notre journée. Monsieur Chaumet, Monsieur Godezormeaux, bonjour. Bonjour à vous, vaste chantier. Voilà, absolument. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que l'un d'entre vous expliquiez rapidement à nos téléspectatrices et téléspectateurs qu'est-ce que c'est que l'UNESCO, parce que bon... Alors l'UNESCO a pour objectif de s'assurer, dans le cadre du patrimoine mondial, que tout ce qui fait valeur, tout ce qui est exceptionnel pour l'humanité, puisse bénéficier d'une forme de conservation, d'un regard très attentif. Et l'UNESCO est garant de la préservation des biens naturels, culturels et mixtes, donc naturels et culturels, pour toute l'humanité, donc dans tous les pays du monde. Voilà, l'UNESCO est un organisme qui se place vraiment, on parlera d'organisme supranational et qui lie les États entre eux, qui les met d'accord, c'est de la diplomatie, il a une valeur diplomatique pour que, dans le cadre du patrimoine mondial, tout ce qui fait valeur universelle exceptionnelle puisse bénéficier d'un regard attentif et d'une préservation. D'accord. Donc, l'UNESCO, c'est un organisme qui dépend des Nations Unies. C'est ça. De l'Organisation des Nations Unies. Tout à fait. Il y a, me semble-t-il, 195 membres qui sont États membres, qui sont représentés aujourd'hui à l'UNESCO. C'est un organisme des Nations Unies qui est en charge de l'éducation, de la culture et de la recherche, me semble-t-il. Mm-hmm. Et donc, c'est à ce titre-là que cet organisme s'intéresse, entre autres choses, au patrimoine, et ils ont d'autres activités, mais entre autres choses au patrimoine. Monsieur Chaumet veut compléter peut-être? Mais lui, c'est le chercheur, le technicien. Moi, je suis vraiment là en tant que politique, même si sur les sujets, je peux avoir un avis technique.
l'intérêt pour un territoire d'aller vers du classement, parce qu'il existe divers types de classements. On peut avoir des réserves naturelles régionales, des réserves naturelles nationales. Le classement de l'UNESCO, c'est à la fois une reconnaissance, mais aussi des prescriptions qui vous donnent, de par le statut et l'envergure de cette institution, une visibilité. Vous devenez une vitrine par le côté remarquable des sujets que vous souhaitez rendre patrimoniaux. Je me rappelle, à l'époque, en 2012, à La Réunion, me semble-t-il, le volcan de la Fournaise a été classé au titre du patrimoine naturel. En 2010, je me rappelle de ça aussi en congrès des parcs naturels régionaux, la montagne de Reims, où il y a à la fois des activités champenoises, mais un savoir-faire de fabrication du champagne, a eu ce classement au titre de l'UNESCO. Et ça devient pour les territoires véritablement à la fois une opportunité, parce que la nature du classement fait partie des éléments sur lesquels on aura à dire, ben voilà ce qui fait que ce site ou cet endroit ou cette façon de faire est classable, mais ça vous donne aussi une vraie responsabilité. Donc moi j'ai toujours milité en tant que politique en disant que nos espaces naturels remarquables, qu'il s'agisse de nos montagnes, de nos pitons, de nos mangroves, de nos rivières, de nos forêts, sont de véritables instruments au service d'un développement soutenable. C'est en ce sens que j'ai été un ardent défenseur de la démarche et un militant parmi d'autres de son aboutissement. Alors, je vais dire les choses différemment, vous me direz si c'est exact ou pas. Nous avons des biens, il existe des biens naturels ou culturels qui sont... Ou culturels et naturels. Ou les deux, naturellement. Qui sont, le champagne, c'est l'exemple. Oui, qui ont une valeur exemplaire. Et donc, la reconnaissance, c'est une manière de dire que ça n'appartient pas uniquement au pays dans lequel ces biens se trouvent, à l'État dans lequel ces biens se trouvent, au peuple qui occupe ces espaces, mais ça appartient à la planète entière. Alors, je suis très attaché au mot. C'est pas appartient. C'est ça. On n'est pas dans une relation d'appartenance. Et Daniel Chaumet l'a très bien dit, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'au niveau international, la France a la responsabilité de préserver, de conserver ces deux sites exceptionnels que sont la montagne Pelée et les pitons du nord de la Martinique pour le monde entier. Oui, c'est bien ce que je dis. J'ai dit les choses dans un langage courant, parce que... Qui peut prêter à confusion, voilà. qui peut laisser penser que, de par ce classement, la montagne Pelée et les pitons du Carbet deviendraient des choses qui appartiendraient à la planète entière. Voilà. Non, bien au contraire. Non, appartenir, ce n'est pas dans le sens propriété. Je pense ça veut dire que c'est, et là c'est le politique qui parle, nous faisons l'affirmation de notre contribution, on va dire, à la planète. Nous existons et nous proclamons cette dimension universelle intrinsèque. C'est un peu le détail, la valeur intrinsèque universelle. Donc, l'une des étapes qui est fondamentale dans tout ce processus-là, au-delà de l'affection que l'on peut avoir pour la montagne Pelée, son histoire, mon Maille le Nord, donc ma admirative devant monumental, c'est qu'on doit faire la preuve, et là nous avons besoin des scientifiques pour le faire, de démontrer la valeur intrinsèque de l'apport à l'humanité par la biodiversité, par la spécialité géologique, par la dimension culturelle. Et c'est cela que nous devons d'abord démontrer pour que la première étape soit celle d'étude de la liste indicative. Ça veut dire que l'on a frappé toto, faut qu'on dise ces boucles-là, messieurs, manière bagaille qui peut intéresser les autres. Et la queue pour ça est longue. Nous avons pris du temps pour le faire, à l'époque au PNRM, et en 2012, on a frappé à la porte, et on nous a dit en 2014, messieurs, vous pouvez entrer. Et là, on commence à parler sérieusement de votre bien, et les scientifiques ont vraiment la responsabilité pour leur territoire de dire le périmètre du bien, ce qui sera... Alors, on va voir tout ça. Donc c'est très important. Il ne faut pas aller trop vite. Le deuxième mot, parce que je n'ai pas fini sur les mots. Le deuxième mot important,
Parce que je l'entends souvent, ce mot que vous utilisez, c'est le classement. Alors, il y a une subtilité parce qu'il ne s'agit pas d'un classement, il s'agit d'une inscription. Et il y a vraiment une différence entre les deux. Le classement signifierait qu'on rentrerait dans une classe. Là, on est inscrit, ça a une valeur historique, ça a une valeur symbolique très très forte quand on utilise l'inscription. On dit l'inscription du bien, l'inscription de la montagne pelée et des Pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on est sur une symbolique d'un monument naturel, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Fiard et de Philippe Joseph. On est sur la symbolique d'un monument naturel, inscrit quelque part, et qui n'est pas inscrit n'importe où, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le classement, on va le trouver pour les réserves, on va le trouver pour les arrêtés de protection de biotopes, on va le trouver sur des dimensions qui sont souvent des dimensions très juridiques. Là, on n'est pas... la dimension juridique, dans ce cas-là, c'est un outil de gestion. Mais ce n'est pas cet outil qui fait l'inscription. L'inscription, elle existe parce qu'on a une valeur universelle exceptionnelle démontrée, expliquée, prouvée sur cette partie de la Martinique. Bien. Alors, cette subtilité, très oui. Je vais revenir tout à l'heure, mais c'est très, très, très important. Il faut qu'on fasse cette émission. On a un temps limité, donc on ne va pas pouvoir faire une conférence qui va durer plusieurs jours. Je vous dis ça tout de suite. Ça ne sera pas possible. Alors, je pense que vous avez deux bavards, là. Daniel bavard, je suis bavard. J'ai été, dans une ancienne vie, j'étais enseignant, donc j'ai l'habitude de gérer les bavards, c'est ça? De gérer les bavards. Alors, de quoi parle-t-on? Quels sont les biens naturels? Alors, on a parlé des pitons, du corbel, la montagne pelée. Est-ce que vous pourriez, nous sommes à la télé, nous n'avons pas de cordes sous les yeux, enfin il y en a. Est-ce que vous pourriez indiquer à nos téléspectateurs, en gros, quels sont les biens concernés par cette inscription? On aura quelques difficultés à imaginer ce que c'est, mais je peux donner quelques indications. Les deux biens concernés correspondent à ce qui, aujourd'hui, renvoie à 3 RBI, 3 réserves biologiques intégrales, celle des Pitons et 2 au niveau de la montagne pelée et du Mont Conil. Donc. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est une réserve biologique intégrale? Pour nos téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes, c'est du chinois. Donc c'est vraiment pour imager. On a sur les types de classement, là on est vraiment dans des classements, les types de classement, des dispositifs de mise en protection des espaces naturels qui sont différents. Et puis on a sur un gradient des dispositifs qui vont vers une forme de naturalité très forte, donc une volonté de conservation de la nature en état. À l'état. Voilà. Et puis d'autres qui vont vers une relation nature-culture, nature-modernité un peu plus forte, plus mixte. La RBI, dites-vous que c'est le summum. C'est le summum. Le parc naturel, on est sur un classement qui va vers la relation culture-nature. Donc, c'est pas anodin que je parle des RBI. Je vais en parler. Je passe la parole à... Parce qu'en fait, ça rejoint un petit peu le propos de tout à l'heure. Beaucoup pensent que le classement ou l'inscription crée un droit supplémentaire. En fait, il faut bien voir, il y a 2 choses qu'il faut voir. Le cœur de bien, c'est l'endroit où on va faire le plus attention. Et tout ce qui est autour, on appelle ça vulgairement la zone tampon. Dans le cœur de bien, la réglementation qui va être prescrite, c'est celle qui existe déjà. Ce qui veut dire que, par exemple, sur les 3 réserves biologiques intégrales qu'il y a sur la montagne pelée, on ne va pas, par le classement UNESCO, avoir plus de contraintes. Par contre, l'UNESCO va être attentive à ce que le règlement s'applique tel qu'il doit l'être. Donc c'est important de dire ça. Parce qu'il existe des outils variables, il existe des RBI, des réserves biologiques intégrales. Le parc lui-même est gestionnaire d'espaces naturels. Il va avoir des zones naturelles qui sont son plus haut degré de prescription, mais il y a des zones mixtes dans lesquelles on peut avoir des activités agricoles. L'État va dire, là, moi, je fais un arrêté biotope. Ça veut dire que pour... Non, mais je ne dis... pas trop en dire. Donc ça veut dire qu'il y a une multitude de moyens de préserver, d'indiquer de la richesse. Et
Ce que fait l'inscription, c'est qu'elle dit, voilà, sur ce périmètre, donc c'est très important, on va être extrêmement attentif à l'application de la règlement qui existe déjà. Donc l'UNESCO ne crée pas une surcharge de réglementation, mais la responsabilité de la mettre en œuvre. C'est très important de dire ça aux Parce que Martiniquais, souvent, aux Martiniquais. et cet écueil, je l'ai eu moi à une autre époque, dans une autre vie, en tant que président du parc, quand on disait aux pêcheurs qu'on va faire une réserve, c'est bon, un pêcheur à ou qu'on pêche moins pêcher, non. Une réserve, c'est la gestion concertée, parce que ni Bouka fait titiri, ni Bouka fait scène, ni Bouka fait la pêche ici, ni Mounka fait plonger. Donc, il faut organiser cela. Mais restons sur les zones. Voilà. D'accord. On va voir ces aspects-là après. Donc, il y a ce qu'on appelle le cœur de bien. C'est ça. Alors, grosso modo, le cœur de bien, ça correspond à la montagne Pelée, au massif de la montagne Pelée, proprement dit. C'est ça. Il y a le Mont Conil, le Mont Conil. toute la partie du Mont Conil avec Alors, ce continuum grosso modo, végétal. pour que les gens puissent voir de quoi il s'agit, le Mont Conil, il se trouve Au nord de la au montagne nord de Pelée. la montagne Pelée, et donc il donne sur le canal de la Dominique. Exactement. On appelle généralement le flanc nord-ouest. Voilà, le Oui, flanc non, mais nord-ouest. il faut que Mais comme ça- on n'a pas de carte, il faut que les gens comprennent ce qu'on leur dit. Hein. Si on peut jeter là, ouais, c'est par là. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Le Pacaway, c'est dommage. Donc, peut-être Mais- Martinique. Très Mais bien. Donc, c'est c'est la montagne Pelée, le massif lui-même, donc concrètement les longs, Oui. Et la partie qui va vers le prêcheur. d'accord. Tout à Qui se fait. jette en Et mer. puis le Mont Conil qui lui donne sur le canal de la Dominique. Ça c'est le premier cœur de bien, c'est bien ça. C'est ça. Et puis il y en a un second qui est composé Des pitons des pitons. du nord de la Martinique, plus communément appelés les pitons du Carbet. Voilà. Mais bon, qui vont bien au-delà de Alors, j'ai la lu qu'il y en commune avait- du alors, Carbet. L'anecdote, voilà. c'est- ni plus piton chez le chèque, enfin, ni plus cœur de bien chez le chèque, ni garbé. Hein. Je savais qu'il y avait 4 pitons, il y a 4 pitons qui étaient connus, mais j'ai lu dans le document de l'UNESCO qu'il y en avait 11. 12 plus précisément. 12. Il y a eu pendant très longtemps une controverse d'experts, mais bon, C'est ça, voilà. mais Bon. c'est 12. Ça a été l'occasion de trancher tout ça, d'ailleurs. Il y en a beaucoup plus. Donc ça, est-ce que ces deux zones communiquent? Ces deux zones. Alors, qu'est-ce que vous entendez par communiquer? Parce que tout Il n'y a pas de communique en continuum, Martinique. c'est de la forêt. Non, je veux dire, entre ces deux zones, le cœur de ces deux cœurs de bien, il y a un Non, corridor qui on a, fait partie. Non, on a c'est deux choses. on a vraiment deux zones distinctes. D'accord. Maintenant, dans ce à quoi nous nous sommes engagés, c'est de préserver ce qu'on appelle la zone, alors au-delà de la zone tampon, un espace permettant des échanges biologiques entre les deux zones. Donc on appelle ça des corridors. Des corridors, C'est la voilà. question que je posais. Bon, on va voir que c'est une question de zone tampon après. Mais pour être précis, parce qu'un projet comme ça, c'est un projet qui est vivant. Initialement, et Gaudézan vous pourra en parler mieux que moi, on avait même imaginé que les massifs du sud, Tout à fait. autour du Mont de l'Archer et du Diamant, intègrent cette démarche. La Caravelle. La Caravelle, parce qu'il y a de la géologie, on avait des arguments géologiques totalement pertinents pour le faire. Bon, on s'est un peu fait... Ce qui s'est passé, C'est que l'UICN a été, on va dire, très... Attendez, n'ayant pas un langage de spécialiste, Donc ça veut dire que l'Institut, l'organe qui à l'UNESCO analyse l'expertise et ce que nous disons, c'est l'UICN. l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. on va voir ça. Donc je reviens à l'anecdote. Et pour bien que les gens comprennent, parce que c'est pas quelque chose qu'on décrète. On a fait des choses, on a avancé. On a marché. Et on a cheminé. Et dans le point de départ, nous avions imaginé, mais pas moi, mais les scientifiques, qu'il y avait une pertinence à non pas faire deux, comme c'est indiqué aujourd'hui, deux zones de forte protection, mais 4 avec, d'un côté, la Caravelle et les massifs du Sud. On est revenu à quelque chose de peut-être plus raisonnable, mais peut-être qu'un jour... Et pourquoi? La vraie raison, pourquoi? Parce que moi, j'ai entendu que c'était parce que l'UICN avait refusé. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Lui, J'ai lu ça sur Internet aussi. On aurait continué dans ce sens, qu'ils nous auraient suivis, mais ils nous auraient demandé de démontrer qu'il y a entre les différents îlots, Et ça rejoint ta question. voilà, des relations écologiques. Sauf que elles existent, mais pour les démontrer, c'est pas 10 ans que la candidature aurait prise.
on serait sur une candidature d'au moins 20 ans, parce que ça demande un travail scientifique pointu. On va y arriver. Qui demande du temps. On va y arriver. Donc, on a donc ces biens, ces cœurs de biens, qui sont, disons, le joyau qui fait l'objet de cette inscription. La pépite. Bon. Alors, j'imagine que pour qu'un bien puisse être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a un certain nombre de critères et de règles à observer. Et vous avez parlé d'un organisme, l'UICN, c'est ça? Oui. Qui semble, selon vous dire, avoir la charge de vérifier si ces différents critères sont observés ou pas. Alors, oui. Les deux cœurs de biens en question, j'ai vu qu'il y a 10 critères possibles. Pour ce qui concerne la Martinique, les biens en question ont été inscrits sous les critères 8 et 10. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que vous pourriez, mais simplement... dire à quoi correspondent ces critères. On va faire un peu d'historique quand même. Avant de parler des critères, on va rappeler un peu les étapes. Parce que cette candidature, c'est 10 ans. En 10 ans, on a marché, on a cheminé. Moi, j'étais même pas là au départ. Au départ, c'est Pascal Safache qui était le premier président. Qui a été le premier coordinateur scientifique de cette candidature. Oui, c'était sous la présidence de Daniel Chaumet. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là? Ils ont assuré le fait que nous soyons inscrits sur la liste indicative. C'est la première étape. Donc, il a fallu, pour être inscrit sur la liste indicative, faire ce qu'on appelle en science un état de l'art. À l'époque, ils ont réuni des experts, des scientifiques locaux, des scientifiques internationaux, des naturalistes, des passionnés, des colloques, des passionnés de nature. Ils ont réuni du monde et toutes ces personnes se sont mises autour d'une table, à travers les colloques notamment, avec l'UICN présente, les représentants de l'UICN, pour voir au travers de cet état de l'art ce qui pouvait être proposé au niveau national. Les deux critères qui sont retenus ici, à l'époque, il y en avait bien plus. On avait même des critères culturels. Donc on était sur la perspective d'un bien mixte, culture-nature, puisqu'il faut rappeler aussi que cette démarche entrait dans le Grand Saint-Pierre, le cas du Grand Saint-Pierre, porté à l'époque par Patrick Chamoiseau. Donc si on doit, puisqu'on cherche souvent, mais c'est qui les personnes, c'est un collectif, mais si on doit attribuer cette victoire à quelqu'un, à l'origine, ce serait Chamoiseau et Jean-Pierre Fiard, qui sont vraiment les théoriciens qui ont porté ça et qui ont imaginé ça au départ. Bon. Donc, on était sur beaucoup plus de critères, paysagers, culturels, on était vraiment sur un nombre beaucoup plus important de critères. On était sur un nombre de biens beaucoup plus important. Daniel Chaumet l'a rappelé, il y avait la Caravelle, il y avait Sainte-Anne aussi, il y avait la montagne du Vauclin. Donc on était vraiment sur plusieurs petites parties de la Martinique que nos scientifiques et nos experts avaient jugées comme étant éligibles à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chemin faisant, on constate que pour pouvoir, au niveau national, on n'est pas encore au niveau international, au niveau national, pour pouvoir être sélectionné par la France, pour être candidat, pour que notre bien soit candidat au patrimoine mondial, il fallait être un petit peu efficace. L'efficacité, on la trouve souvent à partir des données existantes. Lorsqu'on a fait le bilan des données existantes, on s'est dit que l'une des contraintes qui était imposée par l'UICN, c'est que pour être dans le cadre d'un bien en série, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on a plusieurs morceaux comme ça, ils appellent ça un bien en série. Il faut démontrer qu'il y a entre les différentes séries du bien des continuités, des échanges écologiques. Et ces échanges écologiques, c'est des échanges d'espèces, c'est des échanges génétiques. Il fallait montrer que ces différentes parties communiquaient. Sauf que l'état de la connaissance scientifique ne permettait pas à ce stade de pouvoir d'emblée, avec des données existantes, démontrer cela. Sauf pour les pitons du Nord et la montagne Pelée. Donc on a fait le choix, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exceptionnalité sur les autres sites, hein.
On a fait un choix pratique, un choix opérationnel, un choix d'effectivité. Et donc, au lieu de conserver ces autres sites, on a fait le choix de focaliser la candidature sur les 2 endroits pour lesquels on avait une base de connaissances suffisamment solide, une base scientifique suffisamment solide pour pouvoir monter ce plaidoyer, ce fameux dossier qui fait plus de 1000 pages au total, et justifier à terme que la France accepte que nous soyons candidats, que notre bien soit le candidat pour la France au patrimoine mondial de l'UNESCO, sachant que c'est une candidature française par an. Une par an. Une. Et ça a pris 2 ans. Bon. Donc, il faut bien comprendre que derrière les choix qui ont été faits, les choix n'ont pas été faits parce que l'Union internationale pour la conservation de la nature a dit, bon, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. C'est pas ça. On a fait des choix pratiques, des choix opérationnels pour que ça ne prenne pas plus de 10 ans. Mais en fait, alors, si tu permets d'ajouter à ça. Attends, juste un mot. Bon. J'ai quand même regardé un peu quels sont les biens naturels qui sont classés. Un bien comme la baie d'Along au Vietnam, pour le moment, il n'est pas classé. Et Dieu seul sait s'il a une valeur exceptionnelle. S'il a une valeur, je ne suis pas spécialiste de ça, mais bon. Ça vous montre tout l'enjeu stratégique qu'il y a dans les choix qui sont faits. Ces deux. Alors, ce que je voudrais que vous expliquiez à nos téléspectateurs, puisqu'il y a 2 critères, on a choisi pour des raisons stratégiques, stratégiques, tout à fait, tactiques, tout ce que vous voulez. Pragmatique aussi. Pragmatique. Il fallait bien retenir 2 critères. Il faut démontrer ce qu'on dit. Il ne suffit pas de dire, comme ça me plaît, ça va vous plaire. C'est pas ça, hein? Bon, il faut démontrer. Donc, les 2 critères qui sont retenus, quels sont-ils? De manière très simple. Alors, on en a parlé d'un rapidement, c'est la biodiversité. Et ensuite la géologie. Et la géologie. Voilà. Mais alors, pour la biodiversité, tout le monde à peu près comprend. Alors, ça concerne à la fois les espèces végétales et animales. Tout à fait. Bon, donc là, il y a une série de choses. Alors, il faut quand même dire, Brouette, parce que vous êtes remonté à 2010 avec Chamoiseau. Moi, je voudrais remonter beaucoup plus loin que ça avec l'inventaire de la SNIEF, qui avait été piloté par Madeleine de Grandmaison. Tout à fait. Et les SNIEF ont été les bases, d'argumentation, fort heureusement. Et heureusement qu'on a eu ça. Et je voudrais remonter encore plus loin, avec un personnage qui a donné son nom à un musée en Martinique, qui est le musée du Père Péchon. Donc ça montre que c'est une candidature qui a pris bien plus que 10 ans en réalité. Sans lequel, je pense qu'il y a une bonne partie, je termine, des connaissances qui ont été fructifiées par la suite. Ces connaissances ne seraient pas au rendez-vous. C'est bien pour ça qu'il faut dire qu'il y a une histoire à ça, il y a même une préhistoire. Mais j'insiste. Non, juste sur les critères. J'insiste, je reviendrai sur les critères. Parce qu'en fait, les critères, l'arbitrage des critères, c'est la conséquence à la fois de l'état de la richesse, mais aussi de notre capacité à la démontrer. À la démontrer, mais aussi à la gérer. On verra. Nous avons un savoir-faire. Non, mais c'est important de le dire à ce moment-là. La Martinique a géré des espaces. Le parc naturel existe depuis 1976. Pourquoi? Il fallait gérer la réserve de la Caravelle. L'État a fait un arrêté de création de réserve naturelle nationale. Et il fallait trouver des acteurs scientifiques, administratifs, politiques pour gérer cet espace. C'est comme ça qu'est né le PNRM. Après sont venus les îlets de Sainte-Anne. D'autres initiatives ont été prises en matière de création et d'espoir de gestion d'espaces naturels. Exemple, une initiative non pas nationale mais martiniquaise, la création de la réserve de Génipa. C'est à l'époque, vous parlez de préhistoire, c'est Alfred Marie-Jeanne qui avait lancé le projet, me semble-t-il, en 2006. Réserve régionale. Réserve régionale de Génipa. Mais on a pris 10 ans. 10 ans pour convaincre les pêcheurs, les plaisanciers, les voisins, les industriels, les agriculteurs qu'il y avait un bien remarquable et qu'on avait tous collectivement une responsabilité à le bien gérer. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur exemple, puisque la réserve est créée depuis... Enfin, tout est prêt pour qu'elle soit créée depuis 2015. On n'a toujours pas reçu l'enquête, les résultats de l'enquête publique. Donc, ça veut dire que cette responsabilité-là, on peut l'exercer localement, mais quand on va sur le chantier UNESCO, j'ai envie de dire, là, on passe en Ligue des Champions, en classe mondiale. Oui, non, mais on est bien d'accord. Alors, il y a donc 2 critères. Il y a la biodiversité, parce que tous nos téléspectateurs comprennent, première chose. Et puis,
Il y a l'aspect géologique. Alors, la géologie, pour un non-spécialiste, c'est des reliefs, par exemple. C'est des reliefs. C'est des reliefs exceptionnels qu'on ne voit qu'ici. Sur les tombeaux, par exemple, de flanc nord-est de la montagne. Par exemple. Bon, donc ce sont les deux critères qui ont été sélectionnés. Et puis... Et d'ailleurs, ceux qui avaient prélédé pour le sud, pour les massifs, c'est que la géologie du sud, même si c'est moins majestueux du point de vue de l'esthétique, la richesse de la géologie de Trinité, de la montagne du Vauclin, etc., est d'ailleurs plus ancienne que celle de la Martinique. Voilà. C'est celle qui avait commandé que dans un premier temps, on ait l'intention d'aller vers une inscription un peu globale qui aurait permis à tout le territoire d'avoir de la visibilité et que d'un point de vue pragmatique, technique mais aussi pratique, on s'est résolu à avoir une position commune scientifique. Je peux vous assurer que si les débats politiques sont parfois animés, j'ai assisté à des débats de scientifiques un peu plus épicés que certains débats télévisés auxquels j'assiste, je peux vous l'assurer. Donc, mais tout ça pour aboutir à quelque chose de consensuel. Vous parlez d'histoire, c'est important parce qu'il y a eu des filiations, de la transmission et toutes ces bases documentaires ont servi à gagner du temps et à nous crédibiliser. Mais moi, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que pour réussir ce projet, il faut un large consensus. Des scientifiques, des politiques et du territoire. On va voir ça tout à l'heure. Alors ça, c'est la première zone, le cœur de bien. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de la zone tampon. Alors, la zone tampon. Alors, de quoi s'agit-il ? La zone tampon, alors il y a plusieurs doctrines. On a une doctrine qui est plutôt souvent la doctrine UICN, qui considère la zone tampon comme une zone de transition qui justement porte son nom, qui est censée faire tampon entre les activités de développement économique du territoire et le cœur de bien. Alors, ça c'est la doctrine UICN. Il faut bien comprendre que l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le pour est important, a un parti pris. Ce parti pris, c'est conserver la nature. Ils le disent. C'est des conservateurs. C'est des conservateurs. C'est pas des développeurs. Voilà. Donc, il y a une doctrine de zone tampon qui est un petit espace, une espèce de petit périmètre, qui fait tampon et qui empêcherait aux activités économiques d'impacter directement le cœur de bien. Eh bien, nous, on a fait le choix consensuel sur ce coup-là, vraiment, de ne pas être sur une zone tampon telle que l'UICN l'attend. D'exclusion, merci pour le mot, c'est vraiment ça. Mais d'être sur une zone tampon d'inclusion. Et ça, c'était chaud. C'est un choix. C'est un choix qui a eu pour conséquence d'avoir ces recommandations et cet avis de l'UICN qui était de reporter notre inscription parce quelque part, il souhaitait nous convaincre d'aller vers plus de protection autour de cette zone tampon pour le cœur de bien. Et ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, de manière encore une fois consensuelle, c'est d'avoir une zone tampon d'inclusion qui devient un espace de développement économique par rapport aux valeurs qu'incarne le cœur de bien. Et tout l'enjeu du développement touristique et autres, et on a beaucoup parlé du tourisme, mais je ne pense pas qu'il n'y ait que le tourisme. Il y a des idées qui peuvent émerger, il y a différentes démarches entrepreneuriales qui peuvent émerger sur la base de cette inscription. Cette zone tampon doit être un espace de valorisation, de développement, de mise en valeur de ce que sont ces valeurs universelles exceptionnelles. Par exemple, mettre un téléphérique, je te donne un exemple plus simple. Pas polémique, mais plus simple. On va laisser... Plus simple. Et ça, c'est vraiment la difficulté, parce que j'ai envie de dire, sur le cœur de bien, il y a déjà de tels outils de gestion contraignants que j'ai envie de dire, ils sont déjà très, 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 très protégés. Le véritable challenge, c'est comment gérer la zone tampon. Exactement. Et je le vois, on a eu au parc à le gérer, par exemple à Génipa, vous n'êtes pas sans savoir qu'en arrière de la mangrove, il y a de la canne. En arrière de la mangrove, il y a une zone industrielle. En arrière de la mangrove, il y a des caroutiers, il y a des plaisanciers, etc. La culture que nous avons au parc, et je pense que la culture politique des Martiniquais, ça a été de dire, on ne va pas faire de la préservation pour de la préservation. Ce qui est la culture de l'UICN, ce sont des conservateurs. Il n'y a pas menti, il dit conservateur, il va conserver. Et c'est d'avoir une approche de développeur. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un affrontement de culture entre l'UICN et je voudrais vous donner une anecdote. Donc vous êtes, autrement dit, la Martinique a
eu raison sur cet organisme international. Bien sûr qu'elle a eu raison. Complètement. Ça ne veut pas dire qu'on... Et qui leur a donné raison? Monsieur Paolo, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je serai plus nuancé que le collègue sur ça. On reviendra là-dessus. Donc la zone tampon, nous faisons ce choix-là. Mais encore une fois, il faut convaincre. Si vous faites votre choix, je vous donne l'exemple, Dienipas a pris 10 ans, mais l'exemple de la réserve du prêcheur, c'est aussi Alfred Marie-Jeanne qui l'avait lancé. Bon, il a fallu batailler pendant 10 ans. Faire un plan de gestion pour dire on fait ça là, on fait pas ça là. Mais ça va jusqu'à dire, ben là, les mailles titiri, c'est tel côté, ici il y a ou pas qu'à pêcher, ici il y a ou qu'à plonger. Donc ça arrive à un niveau de précision de réglementation qu'on ne peut pas imposer comme ça. On met 4 scientifiques là en un mois, ils vous font un plan de gestion. La vraie difficulté, c'est pas élaborer un plan de gestion, c'est faire en sorte que tous ceux pour qui le plan de gestion aura des conséquences donnent leur avis, le valident et à un moment donné deviennent des promoteurs de ce projet. Et ça a été fait. Je pense que sur ça, il y a quand même des défaillances. Forcément. Et je pense qu'il y a eu des défaillances. On aurait pu beaucoup mieux faire sur la question de la concertation quand le moment de la concertation est arrivé. Et sans doute qu'il y a eu de la précipitation ou de l'emballement, de l'euphorie pour pouvoir dire c'est moi qui faille, c'est moi qui faille. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me focaliser sur ça et plus de dire ce qu'il a lieu de faire. C'est tellement vrai ce que je dis que quand vous faites un classement UNESCO, que préconise l'UNESCO? L'UNESCO préconise que si vous déposez votre dossier, par exemple, on l'a fait en 2021, 2 ans avant le dépôt du dossier, que votre plan de gestion soit déjà en action. Donc c'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Le plan de gestion n'est pas en action. Pire, les sujets sur lesquels... Attendez. Je précise, je vous ai toute la réponse. Vous aurez toute la réponse. L'UNESCO préconise... C'est pas moi qu'il faut convaincre. Oui, je vais vous convaincre. Si j'arrive à vous convaincre, je pense que j'aurais convaincu tout le monde. Non, c'est pas moi c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est d'autres spectateurs. Il faut qu'ils comprennent. Très bien. Donc nous avons 2 cœurs de bien, ça on a bien compris. Et puis on a une zone tampon dans laquelle on peut avoir des activités de toute nature, y compris des activités économiques, mais dans laquelle on doit sans doute organiser les choses. Éviter organiser les choses. Qu'il y ait des contradictions. Mais organiser dans quel but? Monsieur Paolo. Pour préserver ce qui se trouve dans le corps de bien. Il se trouve que j'ai lu le rapport de l'organisme. Il veut pas me laisser terminer. Il veut pas me laisser terminer ma démonstration. Juste un mot. L'organisme dont vous parlez a expliqué que entre le cœur de bien et la zone tampon, il y a des espèces, des oiseaux. Et que jusqu'à nouvel ordre... Les oiseaux volent. Les oiseaux, ça vole. Et donc, il est difficile. Il peut y avoir des activités dans la zone tampon qui peuvent impacter les 10 oiseaux qui nichent sur le cœur de bien. Je vous y réponds. Alors, je vous y réponds. Donc, c'est la zone de friction qu'il peut y avoir entre le conservateur et le développeur. Personne ne peut suspecter que les gens du PNRM sont des ennemis de la nature. Mais par contre, nous avons la conviction, parce que c'est la culture du parc et d'autres acteurs, que la connaissance, la préservation, mais la valorisation de nos richesses naturelles sont un levier formidable pour mon territoire. Ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un avec l'autre. C'est l'un avec l'autre. C'est la triptyque. Connaissance ou pas connaissant patate, ou pas qu'à faire rien. La préservation, parce que ça va nécessiter un certain nombre d'outils, et la valorisation. Alors, pour revenir sur l'exemple, quand vous faites votre plan de gestion, ça veut dire que vous donnez la preuve à l'UNESCO que, vous avez les outils pour traiter ces questions-là et que vous commencez à avancer. Parce qu'une fois que vous avez le classement, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un tape sur Internet, dans la planète entière, vous avez des gens qui peuvent identifier les motifs de la reconnaissance et se dire, moi, mon télé est tel côté ou tel côté, mon Kevin Martinique. L'un des écueils, moi je pense, je le dis très clairement, je suis content, je suis fier pour mon pays. Mais à la fois, ça vous donne une responsabilité, mais ça veut dire qu'il y a des risques et il faut éviter les pièges. L'un des écueils, à mon avis, ça a été sans doute de ce point de vue que nous n'avons pas assez anticipé les choses. Et d'ailleurs, l'UNESCO attend et préconise que partout où il y a un classement, 2 ans avant, il y a un plan de gestion. Alors pour être précis pour les Martiniquais, 2 exemples avaient été faits. Montagne-Pelée,
on avait voulu requalifier l'actuel aileron, qui est lamentable. Bon. On est arrivé jusqu'à l'avant-projet, donc quelque chose de finalisé, ça n'a pas été poursuivi. C'est dommage. Et ça aurait été un élément qui précise et qui montre à l'UNESCO, voilà, eh bien, en Martinique, on a un monument comme la montagne Pelée, on accueille les gens, c'est la porte d'entrée, on peut les redéployer dans les sentiers, et ça aurait été un élément pour rassurer l'UNESCO. Deuxième autre exemple, le grand sentier de randonnée. Il y en a 7 en France, il y en a un en Corse, etc. Il devait partir de Fort-de-France, il devait arriver à Grand-Rivière. On avait, à l'époque, au PNRM, commencé 2 tranches. Ce travail n'a pas été poursuivi. Donc, je ne veux pas... Je suis extrêmement fier, mais il faut ni idéaliser, parce qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites qui n'ont pas été faites, mais il faut pas non plus dramatiser. Ça veut dire que c'est fait. La question, c'est, dans les 2 ans qui viennent, comment on fait et comment on s'organise pour que ce magnifique patrimoine remarquable, eh bien, il ne passe pas à l'échafaud de l'UCN. Avant de passer aux 2 ans qui viennent, parce que nous sommes pas loin de terminer notre émission. Ah oui, déjà. Bon. Pour résumer, le bien est inscrit, parce que lui parle de classement. Le bien est inscrit. Le bien est inscrit. Très bien. Non, mais le classement, c'est le mot vient. Le cœur de bien et la zone tampon. La zone tampon, grosso modo, c'est une ligne qui va de... C'est tout le nord de la Martinique. Ça part d'où? De Bellefontaine, Casse-Pilote? C'est toutes les communes de Cap-Nord. Toutes les communes de Cap-Nord. Chelcher fait partie aussi, une partie de Chelcher fait partie. Toute partie en lait, Chelcher, les ça arrive à peu près sur le territoire de la ville du Robert, me semble-t-il. Oui. Au nord du Robert Sainte-Marie. Non, Robert Sainte-Marie, c'est ça. Il me semble. J'ai vu la carte. C'est que dans toute cette partie nord de la Martinique, donc, zone tampon. C'est la zone tampon dans laquelle se trouve le cœur de bien. Alors, et en vous écoutant attentivement, vous avez expliqué que l'UNESCO demande que la manière de gérer, d'organiser, pour reprendre votre terme, ce cœur de bien, cette zone tampon, que tout ça soit prévu 2 ans avant. Généralement, il le préconise. C'est préconisé, mais que pour ce qui nous concerne, ça n'est pas le cas. Donc ça est, non, il y a des dans le plan de gestion. Alors attendez, je vais juste un mot. Vous allez intervenir. Ça c'est le premier point que j'ai entendu. Donc c'est important. D'où peut-être les risques que M. Chaumet a J'ai dit c'est des faiblesses. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est des faiblesses. Peu importe. Donc pour corriger en bas, il faut savoir une faiblesse. C'est un risque. Mais donc un risque. Et deuxièmement, on verra si c'est un risque de quoi, tout à l'heure. Deuxième chose, vous expliquez qu'il faut mettre tout le monde d'accord, et je voudrais savoir si cette grande concertation, vous avez parlé des marins pêcheurs, j'ai vu que la chasse, il y a des chasseurs, puisqu'il y a des espèces protégées, il y a quantité de règles. Est-ce que la concertation qui semble être indispensable. Il y a des carriers aux prêcheurs. J'imagine que pour prendre des agrégats, il faut bien les prendre quelque part. C'est pas dans l'eau qu'on va les prendre. On va les prendre dans la montagne. Bon, est-ce que cette concertation existe? Est-ce que ces échanges existent et que tous les acteurs concernés, au premier chef, toute la Martinique est concernée, toute la population est concernée, mais est-ce que tous les acteurs ont bien été réunis pour échanger à ce propos? Alors, c'est la question que je vous pose. Pourquoi je pose cette question? Parce que moi qui habite, n'est-ce pas, sur un morne, qui n'a pas la hauteur, l'altitude de la montagne Pelée, au Aubert, je n'ai jamais reçu, pas même un dépliant me parlant de ça. Bon. Et pourtant, je vois parfaitement le sommet de la montagne Pelée de chez moi. Donc vous êtes concerné. Donc, je ne suis pas dans la zone tampon, mais je suis concerné. Donc, je vais prendre vraiment mon expérience à témoin. Alors, est-ce que c'est le cas? Je vais prendre mon expérience et je vais vous donner un avis. Je ne vais pas faire la langue de bois, on ne va pas là pour ça. On va parler. Donc, pas aller sérieusement. Les 2 projets de réserve dont j'ai parlé, par le Génipa et le flanc nord-ouest de la montagne Pelée, parce que la réserve du Prêcheur, tu répètes un argument qui vient compléter la gestion dans le domaine. C'est des prédécesseurs qui avaient lancé, donc je suis tranquille, c'est pas moi. Par contre, j'ai eu la responsabilité durant le mandat avec l'équipe du parc de faire de la concertation. Mais je ne pourrais pas compter le nombre de fois où est-ce que j'ai eu à monter avec les équipes, les élus, l'ADEAL, aux prêcheurs.
À Génipa, pareil. Et quand on avait ces rencontres-là, c'était près d'une vingtaine, d'une trentaine d'acteurs différents. Ma lecture, parce que même si j'ai pas l'actualité de tout ce qui a été fait ou de ce qui pourrait être fait, c'est que dans ce domaine, nous devons progresser. Et d'ailleurs, nous y sommes condamnés parce que le bon fonctionnement du plan de gestion exigera qu'il y ait une véritable adhésion des Martiniquais et que tout ce qui n'a pas été fait ou tout ce qui pourrait être mieux fait le soit dorénavant. Donc voilà mon point de vue sur ça, qu'on parle de la géothermie, des bananes. Et j'ai envie de dire, disons que c'est une opportunité. Ça n'est pas fait, mais c'est rattrapable. C'est rattrapable. Bon. Et je vous donne un exemple. Par exemple, l'exemple de la Caravelle, qui est une réserve nationale pour laquelle on a reçu divers prix, etc. Eh bien, quand on a voulu améliorer la qualité de l'accueil, on s'est dit, on est sur une réserve nationale, mais l'autocar, si on est, etc., pas ni stationnement, eh bien, ça a été l'occasion pour certains de se préoccuper de déplacements à l'intérieur de la réserve avec des véhicules électriques, d'avoir un stationnement plutôt que Moungari et tout partout. Donc, il faut aussi voir au travers de cette contrainte-là l'obligation, sinon l'opportunité des élus qui le souhaitent, de converger vers des prescriptions. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender les choses, non pas en disant l'UICN, c'est des conservateurs, ils ont tort, c'est de dire l'UICN a son univers et nous avons le nôtre, voulons développer la Martinique, et nous devons nous servir de cela pour aller vers des modes doux, vers une meilleure connaissance, une meilleure préservation et des développements qui sont beaucoup plus abondants, parce qu'au fond, la richesse, elle est chez nous. Attendez. Bon, c'est votre avis, monsieur Gaudé-Zormo? Alors, Daniel a dit tout à l'heure que j'étais théoricien. Universitaire. J'ai bien aimé universitaire, théoricien, j'ai bien aimé le terme. C'est-à-dire que la concertation, quand on est dans la démarche d'une réserve, la concertation, elle sera un élément ponctuel pour donner lieu à la création d'une réglementation. C'est le cas de la réserve naturelle régionale. On parle de classement. On parle de classement. Dans le cas présent, on est sur une inscription. L'objectif n'est pas là de dire on va faire une réserve, on n'est pas encore dans ça. Et donc, pour moi, après c'est mon avis, moi j'ai surtout géré le volet scientifique, mais j'ai quand même été présent au moment où il y avait les concertations. J'ai pu en voir quelques-unes. La concertation ne doit pas s'arrêter. C'est dynamique. Elle doit être dynamique et elle doit permanente. durer. En fait, permanente. Elle a tout commencé. Si elle a commencé, on aurait pu aller plus loin dans la concertation au moment où elle a été faite. Parce que je pense aussi qu'il y a peut-être eu de l'emballement. On aurait pu prendre plus de temps, mais il y avait le danger de ne pas pouvoir déposer la candidature au bon moment. Il y a un timing diplomatique. Bon. Il y a pas mal de choses. C'est vrai. Et il faut prendre en compte... Par exemple, la Chambre de commerce est associée, moi je ne sais pas... Vous demandez à Philippe Jacques. Je ne crois pas que la Chambre de commerce ait été associée. Non, jusqu'à nouvel ordre, elle s'occupe des activités économiques, en fait. Après je ne sais pas. La Chambre de métier... Il y a peut-être eu des échanges, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas géré la concertation. Non, c'était pour savoir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la concertation, elle doit continuer et ne jamais s'arrêter. Bon. Maintenant, il faut avoir en tête qu'on est sur un jeu scientifique, politique et diplomatique. Si on avait raté ce créneau-là... Attendez. Si on avait raté ce créneau de dépôt de candidature en 2023, ce n'est pas sûr qu'on aurait pu déposer la candidature en 2024, 2025, 2026. On va en reparler. Alors, ça c'est les gens qui sont les premiers concernés. On comprend bien que les carriers du prêcheur qui prennent des matériaux sous les flancs de la montagne Pelée ou... Enfin, bref, et qui les vendent dans toute la Caraïbe. Voilà, et qui les vendent un peu partout, sont concernés. Bon. Mais le grand public, le Martiniquais lambda... L'adhésion. Très honnêtement, on n'a pas le sentiment... Alors, qu'il y ait eu je vais être franc. Quelque chose de particulier. Ou alors, je me trompe. Je vais être franc. Au moins, je pense que, et c'est vrai, la concertation, elle génère des comités de pilotage, elle génère des échanges, parfois des échanges tendus, mais elle génère au final de l'adhésion. Et c'est vrai que peut-être, au-delà des questions politiques, techniques et scientifiques, certains ont fait. Je n'étais plus en action, en tout cas plus aux affaires, quand cette phase a dû mettre en œuvre. Donc, il ne faut pas surtout y voir un cancan, non. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, mais peut-être que j'aurais fait pas aussi bien. Ou peut-être la même chose. Ou peut-être la même chose. Donc, je veux vraiment être loyal sur ça.
Et c'est vrai que le Covid, qui est arrivé en 2020, a été un épisode, c'est un tueur de concertation. Ah oui. Ça a été un tueur de concertation. Donc il faut intégrer tout ça. Mais c'est vrai que je pense que l'un des points faibles, et il faut les identifier, parce que quand vous voulez réussir, quand moi je suis un homme de challenge, il faut être lucide à la fois sur ses forces et sur ses faiblesses. La valeur du bien, personne n'en parle. L'UICN a pointé un sujet sur lequel je veux venir qui est essentiel. C'est la diversité des acteurs. Le Conservatoire du littoral est propriétaire. Cap Nord a une compétence en matière d'environnement. Les communes en ont. Il y a des propriétaires privés. Il y a des propriétaires privés. Il y a le parc naturel. Il y a la DIAL et les IF. Il y a l'ONF. Il y a l'ONF qui gère les réserves biologiques intégrales. L'UICN dit, messieurs, regardez ça. Si un anti-morceau roche comme ça, un autre léger et anti-espace comme ça, trouvant solution, parce que c'est comme si, pour dire clairement aux gens, on faisait un immeuble et à chaque étage, on avait un électricien différent. Je ne suis pas sûr qu'au dernier... Bon. D'accord. Donc, il y a un problème sur ça. Attendez. Il y a un problème de gouvernance. Mais je vais arriver au bout, Karl, parce que tu es sur les aspects, mais c'est important, ça. La gouvernance, c'est peut-être le travail que nous aurions pu anticiper, mais qu'il faudra identifier pour être réactif et avoir des résultats. Mais la deuxième chose, c'est les finances. Qui va financer tout ça? L'évaluation, à l'heure qu'il est, d'à peu près 25 millions d'euros sur les 5 ans. Soit 5 millions d'euros. Mais je vous donne un exemple. Moi, j'étais président du comité de bassin. J'avais la responsabilité, en tant que président, d'être le président de l'Assemblée qui gérait les questions de l'eau. Mais nous n'avons pas d'autorité morale. Je ne pouvais pas commander un stylo. Il fallait que je demande l'autorisation au préfet de me commander un stylo. C'est le cas aujourd'hui pour l'eau. Donc, il y a une gouvernance de l'eau et de la biodiversité, parce que le parc, enfin, la gouvernance de l'eau et de la biodiversité a changé. Mais on a créé un office de l'eau, très bien, qui reçoit des recettes et qui met en œuvre des actions en faveur de l'eau, mais il n'y a pas d'équivalent sur la biodiversité. Voilà. Se posera la question politique. C'est un problème plus global. Posera la question politique. C'est politiquement qu'a fait. Se posera la question politique. On a souvent l'envie de vouloir mettre des débats politiques. Non, c'est pas un débat. Alors même que... Mais c'est très pratique, ce dont non, c'est pratique. C'est de la politique au service de l'efficacité. Ça veut dire que si vous avez des gens qui réfléchissent et qui n'ont pas de bras armés, qui a des recettes et qui a des moyens d'agir, à un moment donné, ça devient uniquement du discours. Donc il faut lever un impôt spécial. Donc soit il faut une fiscalité... Non, un impôt. On augmente Pourquoi? La taxe intérieure sur les produits pétroliers, par exemple. Tu peux flécher une partie. On parle beaucoup d'habilitation, de responsabilité d'autonomie. Eh bien, on peut imaginer que des modalités de taxe sur la consommation, vu que les gens qui viennent en Martinique, notamment les touristes, eh bien, une partie de cette taxe ne finance pas uniquement les ordures ménagères, mais qu'elle aille financer la biodiversité. Le comité de l'eau et de la biodiversité porte son nom. C'est pas le comité de l'eau ou de la biodiversité. Donc, il a fait politique pour l'eau et la biodiversité. Il n'y a pas ni recette, il n'y a pas ni monde qui a réfléchi. Alors, l'office de l'eau qui a fait Tibouin. Donc, on avait milité. Mais est-ce que l'office de l'eau ne devrait pas commencer par améliorer la desserte d'eau potable? Ma chouette conversation. Ça, c'est notre débat. Non, mais c'est le débat. Mais c'est important que les gens réalisent. C'est aussi le débat. C'est aussi le débat. Il faut qu'à tous les étages, de la gouvernance et des bras armés, on ait les moyens de porter cette ambition. Alors, donc, on a bien compris. Donc, c'est un chantier supplémentaire. Malgré toutes les précautions de style, les précautions oratoires que vous avez pu prendre, bon... Rouleau, bravo, Mimi. On pouvait... Bon, il y a des choses qui n'ont pas été faites, ou qui n'ont pas été suffisamment faites. Il y a des choses qui restent à faire. Et donc, qu'il faut faire, vous avez dit dans les 2 ans, on va y venir. Rapidement. Et c'est sans doute ce qui explique que le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature ait été quand même négatif. Non, il n'est pas négatif. Enfin, j'ai vu non. Non. Monsieur Parole, j'ai failli dire Karl. Il a été positif. Karl, je tenais à... Parce que ce qu'ils mettent en avant, c'est la richesse. Dans le rapport, c'est qu'il y a encore d'autres choses exceptionnelles qu'ils auraient aimé que nous prenions. Oui, non, j'ai bien vu ça, parce que je l'ai lu ce rapport, figurez-vous. Est-ce que vous avez lu les réponses? J'ai lu le rapport, il m'a été transmis. J'ai lu le rapport et Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect scientifique. Vous êtes un scientifique. D'accord. Le scientifique va m'expliquer... c'est factuel. C'est factuel. Pas que factuel. Que telle montagne a été constituée de telle et telle manière, à tel et tel moment, etc. À cause d'éruptions volcaniques successives. J'ai même lu qu'il aurait été bon de comparer la montagne Pelée au Pignatoubou. Mais il y a une réponse de Boudon. Bon.
Non, le spécialiste mondial de la montagne pelée a dit et il a expliqué aux experts le pourquoi de la non-comparaison. C'est pas les mêmes types. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non, ils n'ont pas dit... J'ai bien vu sa réponse, mais j'ai vu cette remarque. Bon. Alors, donc, j'ai vu pour d'autres pays où c'était accordé, enfin, ils avaient un avis favorable. J'ai vu pour la baie d'Along au Vietnam, la réponse était négative. Bon. Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas d'avis sur ce que fait cet organisme. Bon. Maintenant, vous avez dit qu'il y a la diplomatie. Alors, la diplomatie, c'est donc la France. Pas que la France. C'est-à-dire? La diplomatie va bien au-delà de la France. Dans la candidature, on a ces 3 paliers. Donc, j'ai voulu théoriser scientifique, politique et diplomatique. Le scientifique, c'est concrétisé par la valeur universelle exceptionnelle. La rencontre entre le scientifique et le politique a donné lieu au périmètre, et notamment au périmètre du cœur de bien. Et puis, la gestion, qui, elle, dépasse le cadre du scientifique et qui met le politique dans la boucle, qui va au-delà, qui met le politique et la population. Et puis, le volet diplomatique, c'est qu'il y a au niveau français et au niveau des États membres de l'UNESCO des discussions, des négociations pour soutenir la candidature, pour soutenir notre candidature. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je le dis sous forme de boutade, mais le contexte mondial actuel lié à l'Ukraine aurait pu sans difficulté faire que nous ne soyons pas inscrits aujourd'hui, sans qu'il n'y ait de lien scientifique direct entre notre inscription et ce qui se passe en Ukraine. Simplement parce que c'est de la diplomatie. Et que peut-être que la Russie a des comptes à régler avec la France. Par exemple. Je préfère que ce soit vous qui le disiez parce que en matière diplomatique, personne ne sait. Ce ne sont pas des conversations qui se tiennent publiquement, ce sont des conversations. La diplomatie va au-delà mais Monsieur Paulo, laissez-moi ajouter. J'imagine Monsieur que ce sont des alliances. Il y a des intérêts croisés, il y a surtout les intérêts. Les États ne sont pas différents des gens, ils ont des intérêts. Et donc, ces intérêts vont dans tous les sens. Sans doute, puisque l'Égypte est intervenue, le président de la République française, M. Macron, qui a des relations de bonnes relations avec l'Égypte, a fait intervenir son ambassadeur. Sans doute a-t-il fait pareil pour le Japon, voire d'autres pays. Alors, avant qu'on nous mette juste une chose, Carl. Parce que je ne veux pas laisser dire que l'UICN a fait ça parce qu'elle est pointilleuse. Je te donne un exemple très précis. Non, mais je n'ai pas dit ça. Pour le classement du parc, à un moment donné, c'est une adhésion volontaire. Les communes veulent ou pas parce qu'il y a un projet, etc. Se trouve qu'en 2012, on relance la procédure de classement. Donc, c'est ce qui fait que quand on a une charte, le parc naturel régional existe. Écoute 2 secondes, c'est important. La ville du Marin, libre, décide de ne plus en être. Mais figure-toi que ce type d'institution a failli dire, nous cassons le parc parce qu'il y a une discontinuité dans le territoire. Donc, nous nous sommes battus, on a eu gain de quoi? Je me rappelle de cela avec défunt Marie-Lès Desmas et un autre élu. Donc, des fois, il y a des incompréhensions, mais il faut les assumer. L'UICN a sa culture et sa vision du monde, et nous devons, et ça ne nous enlève pas moins de responsabilité, à argumenter pour dire, mais voilà, le classement, nous le voulons, la gestion, ils nous ont fait des prescriptions sur la zone tampon, nous avons l'urgence d'y répondre parce qu'ils seront très attentifs à l'état de notre capacité à démontrer la gestion dans les 2 ans. C'est ça qui est important. C'est ce que je veux dire aux Martiniquais aujourd'hui. Il faut être confiant, mais ça veut dire qu'on a 2 ans. Il y a du boulot. On a 2 ans. 2 ans, c'est court 2 ans. On a 2 ans pour se conformer et pour démontrer. Pas se conformer. Pour démontrer. L'application de résultats. Pour démontrer qu'on est capable. Qu'on est capable et qu'on fait ce à quoi on s'est engagé. C'est bien ça. Alors. Et pas forcément ce qu'ils veulent. Est-ce que dans 2 ans, on vérifie? Dans 2 ans, il y aura. Dans 2 ans, il y aura une visite qui est prévue. Une évaluation. Mais ça, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Régulièrement, tous les biens au patrimoine mondial sont visités par des experts qui sont mandatés par l'UNESCO, soit l'UICN pour les biens naturels ou l'ICOMOS pour les biens culturels. Donc, parce que c'est la procédure. Et donc, il va falloir que la démonstration dont vous avez parlé tout à l'heure soit au rendez-vous. Oui, il va falloir que nous montrions qu'on a fait et qu'on est capable de gérer. Bon. Alors,
il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Des problèmes liés à la gestion de l'environnement, on en entend régulièrement. Mais pour terminer, parce qu'on nous invite à conclure, moi je veux dire que ça peut donner à la Martinique peut-être plus concrètement l'objectif et la volonté d'aller vers de l'excellence environnementale. Voilà. Et je finirai de mon côté en disant que je rappelle quand même que ce projet, il est marquant pour la Martinique parce qu'on a eu des politiques, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les idéologies, des scientifiques, quelles que soient les spécialités, qui se sont mis d'accord, qui se sont entendus pour sur une période de 10 ans, arriver à ce résultat-là. Donc il fait exception pour moi. Eh ben, j'espère que vous serez entendus et que dans les 2 ans... On continuera. Rendez-vous dans 2 ans. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.